Dans la vie, on peut être déçu par sa famille, ses amis, ses amours, ses enfants, son travail, mais jamais, jamais par Fernando Alonso. Salut les amis, ravi de vous retrouver pour ce nouveau débrief, celui de la 20e manche du championnat du monde de Formule 1 édition 2023. On va parler du Grand Prix du Brésil avec mes deux compères, ceux avec qui j'espère qu'on est inséparables. En tout cas, on va le jauger et le juger sur une heure d'émission encore dans le cadre de ce lundi, monsieur Hamza Ramani, notamment, qui a commenté des très grands matchs, finale de Copa Libertadores ce week-end, et puis aussi également la finale de la Super Cup, tu me disais, c'est en La Afrique. Ligue africaine, exactement. Exactement. Bonjour Emmanuel, bonjour Brice. Comment allez-vous, messieurs? Ça va et vous, monsieur Hamza? Ça va très bien, écoute, on a passé un bon moment avec le Grand Prix aussi, une belle fin de course. On Toi, t'as reviendra. fêté toute la nuit, toi. Ce duel Pérez-Alonso, c'est un peu, tu sais, le yin et le yang de Hamza Ramani, je trouve. Bah, bizarrement, on a eu deux pilotes propres qui nous ont offert une bataille extraordinaire. Peut-être la bataille de la saison, mais bon. Exactement. Tu vises personne, là. Hein. Après, on dira que, ouais, mais il y en a un, il mérite pas son volant Red Bull. Ouais, mais il y en a l'autre, c'est le poids de l'âge. Bon, bah, écoutez, que voulez-vous? Que voulez-vous? Seul contre Alors, tous, mais pourtant. Disclaimer, c'est pas moi qui vise pour une fois. Non, mais attends, moi, mais attends, non. Ah non, Non, moi, j'ai pas dit non plus qu'il fallait Ni l'un ni couper l'autre. Alonso Non. à 42 ans. Non, hein. non, bah, mais il, Nos Il y a des téléspectateurs et nos insinue, viewers insinue un peu ça quand même. sauront de qui je veux parler. Il est de plus en plus piquant, notre ami. Monsieur Brice Germain, si Hamza Ramani a commenté des finales, Brice Germain a disputé encore des finales sur la Ouais, piste, air cassé, sous la pluie. On veut un petit bilan de ce week-end sport auto. Et franchement, bien, hein. Ouais. Mais un sacré rythme. J'étais là. Et puis la finale encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas un problème. Fracture mentale. Ah, mais... T'es sorti en tour de formation? Non, non. Non, tour 4, mauvais endroit, mauvais moment. Et si tu prends pas le grip au bon endroit à ce moment-là, c'est terminé. Donc c'est passé par la pelouse. C'est reparti dernier. Mais ça a fini 12 sur 17 de finale. C'est-à-dire que les finales, c'est 3 groupes. Hein. On est 51 en tout. Donc j'étais dans le premier groupe, forcément. Faut pas déconner. Non, ouais. Toi, quand je disais qu'il était modeste la semaine dernière. Non, mais sinon, je préfère retenir le rythme. 3e en qualif, 2e en manche 1, 2e en manche 2. Ça, je suis très content. Et puis en finale, voilà, il y a une erreur. Et quand tu n'alignes pas tout, monsieur Lando Norris. C'est la question que j'allais poser, mais il le dit tout seul, parfait. Ah, mais je savais que t'allais y venir. J'ai vu tourner la tête. Non, mais j'ai pas tout aligné. Mais, voilà. Mais j'ai pas eu de chance cette année parce que j'avais des gros rythmes et à chaque fois les finales n'ont pas payé. Donc l'année prochaine, je fais tout le championnat. Ah, ok. Je l'annonce. Ok. Je fais tout le championnat et le but, ça va être de jouer la tête de championnat. Et tu restes avec nous quand même le lundi matin, tu Non. seras là? Non. Bon, on en reparlera alors. Je suis payé. Pilote professionnel, le rêve d'une vie, bien évidemment. Les gars, débrief du Grand Prix du Brésil. On va regarder ensemble les 4 enseignements après avoir débriefé quand même le 5e enseignement qui était la course de Brice ce week-end. On va évoquer notamment Fernando Alonso qui nous a sorti de l'ennui. Le show Alonso au pays de Magic, on pourrait l'appeler aussi ainsi. McLaren de Norris, y avait-il mieux à faire? C'est une théorie qu'on va essayer de développer en tout cas sur ce plateau. Le 3e enseignement concernera la lutte entre Ferrari et Mercedes et l'huile qui met Ferrari dans la sauce parce qu'il y avait vraiment quelque chose de dingue à faire peut-être pour la Scuderia hier. Et puis on reviendra sur AlphaTauri qui a été la bonne surprise, qui est d'ailleurs la bonne surprise de ces dernières semaines. Est-ce qu'elles ont retrouvé des ailes, ces AlphaTauri? On essaiera de comprendre pourquoi et on reviendra aussi également sur une décision qui nous a un petit peu tracassé concernant la course de Daniel Ricciardo. Est-ce que vous êtes prêts pour le débrief, les gars? Je vous sens très très chaud, hâte d'en découdre. Alors mon polo, on envoie le jingle et on en parle tout de suite. Et avant de rentrer dans le détail de ces 4 enseignements, je propose qu'on se fasse un petit point tout de suite sur le classement de cette course à l'arrivée des 71 tours du Grand Prix du Brésil qui se tenait à Interlagos, circuit classique bien sûr. 52e victoire de Max Verstappen en carrière, ça y est, il a dépassé Alain Prost. Nouveau podium pour Lando Norris, 5 podiums sur les 6 dernières courses. Fernando Alonso qui signe sa 8e boîte aussi également de la saison. On n'en parlera pas, mais on note qu'on a 2 Alpines dans le top 10 et c'était pas gagné avant le début de ce week-end grâce à un réglage assez particulier pour privilégier notamment la vitesse de pointe en ligne droite. On n'en parlera pas, surtout les gars, Max Verstappen qui a encore battu des records. Max Verstappen, je vais vous afficher là tout de suite les petites stats. 17 victoires donc sur une saison. Ça, il avait déjà battu le record, mais il l'améliore. 19 podiums sur une saison, ça, le record est battu. Et puis ce ratio de 80% de victoire qui se dessine pour Max Verstappen à 2 courses de la fin, c'est mieux qu'Alberto Ascari. Un petit mot sur Max Verstappen, on l'a pas beaucoup vu dans la Real et on n'en parlera pas beaucoup dans cette émission. Non, il n'y avait rien à voir, il a déroulé comme d'habitude, 2 nouveaux records de battus, il devient champion du monde des constructeurs à lui tout seul. Voilà, on en sourit, mais c'est pas drôle.
On verra mercredi des choses pour peut-être T'as raison. changer ce genre de domination. Mais il devient officiellement le pilote le plus dominant de l'histoire en termes de statistiques, puisque à l'heure actuelle, tu as mis 80%, mais c'est sur le nombre de Grands Prix disputés pour le Tout à moment. fait. Là, en fait, dans tous les cas, il aura plus de 77,2% Mhm. de Grands Prix remportés, ce qui, du coup, bat, comme tu l'as dit, Ascari en 52. Voilà, est-ce qu'il y a plus de choses à dire que ça? Il est aujourd'hui plus proche des nombres de victoires d'Hamilton que de 0, à 52 victoires pour 103 à Lewis. Chaque week-end, un nouveau record est battu et cette saison, à mon avis, sera difficile à égaler en termes de domination. Moi, la stat que je retiens, c'est la domination parce que c'est le pilote du moment. Mhm. Depuis la fameuse que je remets à jour à chaque fois, depuis début 2021, 64 courses disputées, 59 courses terminées et 42 victoires. Et 54 podiums. Sur 52, hein. C'est-à-dire que Mhm. en 3 ans, il a fait l'équivalent des 3 quarts de sa carrière, enfin 4/5 de sa carrière en termes de stats, quoi. Et en écoutant ces chiffres, comment on fait pour trouver des choses intéressantes à vous dire depuis maintenant 2 ans et demi? On s'intéresse à Fernando Alonso. C'est vrai, peut-être pour ça, on se rassure comme on peut. Justement, le premier enseignement, on y file les gars. Fernando Alonso qui nous a tiré de l'ennui. Je vous le donne, mon avis personnel, mais moi je me suis beaucoup ennuyé jusqu'au 50e tour et l'issue, la bataille finale bien sûr avec Sergio Pérez. On revient quand même sur son week-end, son 8e podium, je le disais, en 2023. Les Aston, mine de rien, ça a été la grande surprise de ce week-end qui se sont invités en deuxième ligne. On a cru que c'était circonstanciel au vu des conditions du vendredi. Il y a eu un samedi en plus difficile avec ce crash avec Esteban Ocon, ce 50-50 sur le constat, mais c'est votre avis qu'on attend bien sûr sur la question. Le départ raté aussi des deux Aston Martin dimanche en course, mais un rythme retrouvé. Et puis Alonso, il faut quand même le préciser, qui a été bien aidé par le bouchon Lewis Hamilton sur le premier relais, ce qui lui a permis de prendre un petit peu d'avance et notamment de creuser l'écart avec Sergio Pérez. Et puis cette bataille finale avec Sergio Pérez, elle a duré tout au long, un petit peu à distance, on va le dire, pendant cette course. Elle a duré tout au long de la course, mais il y a eu la bataille finale. Pérez qui passe notamment 19 tours dans le DRS de Fernando Alonso. La gestion parfaite, la masterclass de Fernando Alonso, que ce soit sur la gestion notamment de son ERS, sur les trajectoires différenciées. Décidément, cet homme est vraiment différent des autres, a d'autres idées, apporte sa patte à l'édifice, notamment sur lorsqu'il privilégie la sortie de virage au T12 en prenant très très large, en emmenant beaucoup de vitesse justement à la sortie. Et puis le dépassement sur Sergio Pérez au dernier tour. On a plein de clichés, plein d'images. On re-rentrera bien sûr sur tous ces éléments-là dans le détail. Qu'est-ce que ça vous inspire? Merci Fernando Alonso, c'est ce qu'on peut se dire ce matin? Merci pour le spectacle. Et ce que je note encore, c'est qu'on a un professeur et on a les 19 autres élèves, entre guillemets. Ou peut-être pas 18, 19, mais 17. si tu veux. Mais je dis ça parce que tout de suite, lorsque je voyais les trajectoires de Fernando Alonso dont tu parlais, je me rappelais de la première course à Zandvoort, Ouais. où justement il prend une trajectoire totalement différente sur le virage, je crois que c'est le numéro 4, si je dis pas de bêtises, ou le 5, enfin le Tarzan. banking, là, effectivement, le Tarzan. Que l'année suivante, tout le monde fait ça et que lui, du coup, prend la trajectoire intérieure. Et du coup, j'ai envie de voir ce que feront les pilotes l'année prochaine. Mais en tout cas, ce qui est passionnant avec Fernando Alonso, c'est de voir à quel point il va s'adapter à tous les éléments autour de lui, à la monoplace qu'elle est capable de lui fournir comme performance, pour essayer justement d'aligner le combo parfait, de tirer les 100% de la voiture. Mhm. Et force est de constater que tout grand Sergio Pérez qu'il est, et aussi expérimenté soit-il, il a mis une quinzaine de tours avant de dépasser déjà une première fois Fernando Alonso. Là où, très sincèrement, sans manquer de respect à qui que ce soit, mais je pense que si c'est pas Alonso et que c'est 75% ou 85% du reste du plateau, je pense qu'il le dépasse facilement avec son avion qui a été la Red Bull. La gestion de l'énergie, la gestion de l'ERS par Fernando Alonso, tu as l'impression qu'il l'utilisait uniquement en ligne droite, parce qu'on le voyait de toute façon sur le secteur sinueux, on le voyait faire de la récupération d'énergie. Voilà, c'est ce pourquoi je considère que Fernando Alonso est le meilleur pilote que moi, de mon vivant, j'ai pu voir. On le voit sur cette course avec une monoplace. On en parlait la semaine dernière. Que vaut cette Aston Martin aujourd'hui? Je ne sais pas ce que vaut cette Aston Martin quand on voit aussi les performances de Lance Au Stroll. Brésil, elle valait quelque chose. En tout cas, au Brésil, ça avait l'air beaucoup mieux quand même pour cette écurie. Pareil, la qualification dans des conditions manifestement inédites pour tous les pilotes, où il ne pleuvait pas, mais il n'y avait pas de grippe, et il y en a beaucoup qui sont plantés, à commencer par Piastri, à commencer par Norris, à commencer... Bah,
conditions particulières, Fernando Alonso, il amène la voiture où? Il amène la voiture à la 3e place. 4. Non, il part devant Stroll ou derrière Non, Stroll? c'est Stroll qui est 3. Ouais, c'est Ah, Stroll qui est 3. Ouais. Autant pour moi. Ouais, faut rendre à, Stroll aussi. faut rendre à Lens qui appartient à Lorenz. Bah, tu vois, j'étais. Ok, bah, my bad. Mais non, franchement, oui, j'ai pris un immense plaisir, encore une fois, à regarder une course de Fernando Alonso et je suis heureux de le voir récompensé par un podium. Parce que si cette même bataille, c'est pour la 7e place, honnêtement, je suis pas sûr qu'on s'en souvienne vraiment dans 2 semaines, dans 2 mois ou dans 2 ans. Là, je pense qu'on s'en souviendra. 106e podium. Hein. Il est rentré cette saison dans le top 5 all-time du nombre de podiums effectués par un pilote devant. Kimi Raikkonen. Voilà, ça m'a fait mal. Je te dis, quand j'ai vu Alonso en tête des EL2 à Bahreïn, j'étais pas bien. Je me suis dit, ah non. Ça va tomber. Mais Hamza a tout dit sur le côté perf. Je vois pas ce qu'on pourrait rajouter là-dessus par rapport à Fernando Alonso. Et j'aimerais rajouter un côté plus humain de pourquoi Fernando Alonso est essentiel à l'heure actuelle dans ce monde qui souffre d'une domination énorme en termes de spectacle, tout ça. Il y a un paradoxe avec Fernando Alonso qui est le paradoxe, je trouve, des êtres extraordinaires. C'est que on a beau le voir depuis 350 Grands Prix, je sais plus le nombre exact. En tout cas, c'est le mec le plus expérimenté de la grille et c'est le mec qui arrive encore le plus à te surprendre. T'es censé le connaître par cœur, ce mec. T'es censé connaître par cœur ce qu'il va faire, ce qu'il va réaliser. Comme, et si comme si ta femme avec qui t'étais depuis 40 ans t'étonnait plus que ta maîtresse. C'est un amour pour la Formule 1, Fernando Fernando Alonso, qui surprend encore et donne encore de l'émotion, alors même qu'il n'a pas changé et qu'il est toujours au top niveau. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Te dire, Fernando Alonso est 3e et quand tu vois Pérez remonter, tu te dis, mais même tout Fernando Alonso qu'il est, il ne pourra pas résister à cette remontée de Sergio Pérez. Sergio Pérez fait un undercut où il gagne 2 secondes, il s'arrête 2 tours avant, je crois, pour remettre le dernier train de soft. Il reprend 2 secondes, il reprend rapidement quelques dixièmes au tour pour revenir sur Alonso. Il reste 19 tours au moment où il est au DRS, c'est plié, on sent que c'est plié. Et pour autant, non. Et au moment où il craque, non, comme dirait SCH, c'est pas plié. C'est-à-dire qu'il va aller le rechercher dans le dernier tour, tel justement une course de karting où on laisse le leader devant jusqu'au dernier tour pour le surprendre là où on a vu sa faiblesse. Et ça, cumulé aux trajectoires, cumulé à tout ce qu'on a vu Fernando Alonso cette année, c'est un air frais pour la discipline qui est martelée justement par Red Bull, qui est à mon sens nécessaire. Si aujourd'hui, moi qui déteste le personnage Fernando Alonso, je m'extasie devant ce qu'il réalise, c'est parce que, waouh, il me procure des frissons hier avec ce qu'il réalise. Et je trouve ça phénoménal de le réussir. Et encore une fois, un coucou à tous ceux qui pensaient qu'il était vieux. Et il remet encore une fois une pièce dans le jukebox du... Et pourquoi pas une grosse écurie, encore une fois. L'effet miroir en plus sur ce Grand Prix, les gars, c'est que on a vu peu de défense quand même. On a vu un DRS qui donnait un net avantage à celui qui attaque. On a vu beaucoup de dépassements qui se déroulaient avant l'arrivée dans la zone de freinage. Et c'est ça qui est complètement étonnant sur cette fin de course, c'est qu'après avoir vu tous ces événements, quand tu vois cette bataille Alonso-Pérez, tu te dis il va jamais pouvoir tenir 20 tours. Exactement en fait, comme Imola. Exactement. Le temps 2005. Le DRS sur cette bataille Pérez-Alonso, c'est ce pourquoi j'estime qu'il doit être en F1 et servir en Formule 1. Ça veut dire qu'on voyait Pérez, lorsqu'il était sous la seconde, il utilisait le DRS pour revenir. Mais il y avait, c'est pour ça pourquoi j'aimais à l'époque le KERS, quand il y avait DRS et KERS. Parce que le KERS pouvait t'offrir une défense. On en parlera mercredi. Le KERS pouvait t'offrir une stratégie supplémentaire défensive. Là, avec le RS, on a l'impression que Fernando Alonso l'a utilisé comme à l'époque l'existence du KERS au début des années 2010, je crois. 2009. Et oui, 2009 pour la première année. Oui. Et c'est passionnant en fait de voir que finalement, là où sur cette course et sur beaucoup d'autres courses, le DRS, lorsqu'il est utilisé par le pilote derrière, toi, pilote devant, tu es quasiment résigné. Tu vas juste... La philosophie aujourd'hui d'un pilote, c'est perdre le moins de temps possible au moment où je vais me faire dépasser. Bah, Alonso, il se dit non. Non, il y a une lutte pour le podium, il y a une 3e place à aller chercher, il y a 15 points potentiels à aller chercher. Du coup, Sergio, tu vas rester derrière jusqu'au bout. Manifestement, alors lui nous dit... Je veux bien le croire, encore une fois, parce que c'est vrai que nous, de l'extérieur, on a toujours une perception différente quand on a des batailles extraordinaires. Lui, il dit, écoute, moi j'étais plutôt serein,
sauf sur les 5 derniers tours où là ça commençait à devenir. Et manifestement, il ne s'attendait pas forcément au dépassement de Pérez. Mais la manière dont tout de suite, il va juste réfléchir à comment faire pour le dépasser, comment faire pour le surprendre, moi, je trouve ça extraordinaire. On a eu les. Vas-y, Brice, et après on revoit ce dépassement parce qu'il y a eu plein d'explications qu'on a eu après. Le DRS, après, dans ce cas précis, il a été utile. Hein. Mais c'est vrai que toute la course, il a été un petit peu dommageable, notamment pour les Mercedes qui n'ont jamais pu se défendre de quoi que ce soit. Mais le DRS a été couplé à un truc, et ça, j'aimerais qu'on le mette en lumière, c'est l'intelligence de Fernando Alonso de se servir de sa meilleure traction vis-à-vis de Sergio Pérez. Regardez les images. La traction de Fernando Alonso au T12 et au T3 à la ressortie, elle est phénoménale. Parce qu'il a moins de pointes que Pérez à la base. Hein. Complètement. Il ressort tellement mieux des virages. Et du coup, tout le long de la course, je me dis, la traction de l'Aston est folle. La traction de l'Aston est folle. Évidemment, j'ai pas regardé Lance Stroll sur la traction, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de batailles, Lance Stroll, à gérer en piste. Mais maintenant, je suis presque en train de me demander, est-ce que c'est l'Aston qui a une traction folle, ou est-ce que c'est la trajectoire de Fernando Alonso qui lui permet de ressortir avec un grip majestueux et lui offre cet avantage de contrer l'attaque au DRS précédente de Sergio Pérez. J'en suis à me demander à quel point ce mec, de par son intelligence de course, vient utiliser les forces de la voiture pour faire croire que ça vient de la voiture. Hier, là, encore une fois, si vous regardez, je vous invite à aller remater certains moments du Grand Prix, notamment dans la bataille Pérez-Alonso. La ressortie du T12 on va la revoir d'Alonso, c'est quoi regardons, phénoménal. Regardons justement dans le détail. Après, il y aura une citation de Lance Stroll qui va peut-être répondre à ta question. Parfait. On s'intéresse au dépassement de Fernando Alonso, notamment sur Sergio Pérez. Pérez vient de prendre la 3e place à Fernando Alonso. On est à la sortie des S du Senna, à la sortie notamment du troisième virage. Sergio Pérez s'est raté. On est dans le dernier tour. Sergio Pérez s'est raté dans les S de Senna. Et donc, Fernando Alonso arrive à se rapprocher. Meilleure traction, tu l'as dit, DRS disponible, il se met dans l'aspiration justement de Sergio Pérez et décide de déboîter. Il fait mine de partir à l'intérieur, Sergio Pérez défend à l'intérieur et vous allez voir sur le prochain cliché, Fernando Alonso, grâce au DRS, eh bien, fait la différence avant d'entrer dans la zone de freinage. Il est à ce moment-là à l'extérieur, mais il voit bien Sergio Pérez toujours à l'intérieur. Donc qu'est-ce que va faire Fernando Alonso? Sur le cliché suivant, il va défendre à l'intérieur et là derrière c'est imparable pour Sergio Pérez. C'est le même dépassement qu'Hamilton-Verstappen 2021 au Brésil. Exactement. Exactement. Où, plusieurs fois, enfin Verstappen le sort une première fois, etc. Du coup, Hamilton il dit écoute, je vais te dépasser et puis je vais me mettre juste devant toi pour t'empêcher de prendre l'intérieur. Et c'est exactement ce qu'a fait Alonso. Mais là où j'ai été surpris, c'est que Pérez, durant, alors peut-être pas les 15 tours, mais il voit la traction de Fernando Alonso, j'imagine qu'il pense quand même à l'utilisation, lui, différente de l'ERS. Je m'attendais à une défense du coup plus rude de Sergio Pérez, pas par son pilotage, mais par peut-être l'utilisation maligne de ses potentiels ERS ou autres. Outils, quoi. Outils, exactement. Et c'est vrai que j'ai été surpris de voir à quel point Alonso, il était très compliqué de le passer, mais Pérez, sur la première tentative, manifestement, il ne pouvait rien faire. Oui, mais parce qu'il y a cette trajectoire loupée dans les S. Hein. C'est-à-dire que il ressort très mal des S. Et Alonso, justement, à aucun moment, il ne tente quelque chose. C'est là où peut-être Pérez a été peut-être naïf. C'est que Pérez, on a l'impression, sur la ligne droite de départ-arrivée, qu'il va se défendre du potentiel attaque. Alors qu'Alonso sait très bien qu'il n'attaquera pas là. Il faut soigner cette sortie. Parce que s'il l'attaque là, Pérez va le repasser derrière. D'où le DRS qui s'annule. S'il se rapproche juste et qu'il soigne les S et la sortie des S, c'est imparable. Et à ce moment-là, Pérez, lui qui est occupé à défendre sur un Fernando Alonso qui ne va pas attaquer, rate CS. Et en ratant CS, il a Alonso dans les fesses et Alonso qui a une traction supérieure, alors que l'Aston Martin en vitesse de pointe ne doit jamais matcher la Red Bull à ce moment-là. C'est pas qu'il rate les S, Pérez. C'est qu'en fait, le premier virage, en fait, il va, au lieu de se mettre totalement à l'extérieur justement pour soigner la sortie, il se met milieu de piste pour dissuader Fernando Alonso de se jeter à l'intérieur. Mais effectivement, je te rejoins, je suis pas sûr que Fernando Alonso se soit dit
une seule seconde, Ah non. je vais le faire au virage 1. Vous allez voir justement ce qui s'est dit Fernando Alonso. Juste avant, le T12, on en a parlé, il y a une image qui est symbolique. Tu expliquais la trajectoire différenciée pour essayer d'aller chercher le plus de traction possible. Regardez cette image, elle est symptomatique. On se demande même pourquoi Sergio Pérez n'a pas tenté quelque chose d'un peu différent. On voit bien Fernando Alonso qui va presque sur une trajectoire de pluie en fait, passer à l'extérieur. Non mais il est hors trajectoire, il prend pas la corde si tu veux à l'intérieur dans ce virage. Et derrière Sergio Pérez qui est sur une trajectoire bien plus conventionnelle, ce qui fait que Fernando Alonso emmène plus de vitesse derrière. 2 réactions les gars, 2 citations parce que ça va donner je pense des éléments aussi également à la discussion que vous avez entamée et aux questions que vous avez pu vous poser. Les performances déjà de cet Aston. Lance Stroll, regardez ce qu'il nous dit, c'est assez intéressant. Lui qui n'est plus connu de top 6 depuis le mois d'avril 2023 quand même. Il nous dit oui, clairement on avait une voiture vraiment très rapide aujourd'hui. On était de retour à notre niveau de début de saison. Peut-être, on sait que l'une des forces de l'Aston Martin en début de saison, c'était justement l'attraction. Et puis l'autre citation, c'est celle de Fernando Alonso, qui revient justement sur le dépassement dont on parlait tout à l'heure. Il dit à propos de Pérez, il m'a mis la pression pendant 30 tours, après il m'a dépassé à 2 tours de la fin et je me suis dit que c'était fini, mais il a freiné un peu tard au virage 1 et ça m'a permis d'attaquer au virage 4. Ces voitures sont très complexes à comprendre et on expérimente un peu pour trouver une direction pour l'an prochain. Et puis ce qu'il faut dans une belle bataille les gars, 2 belligérants quand même, il faut 2 grands champions, 2 très très beaux pilotes. Sergio Pérez s'est exprimé hier en conférence de presse. C'est quelque chose dont beaucoup de pilotes peuvent prendre de la graine. Allez. La façon dont nous sommes battus aujourd'hui, c'est comme ça que ça devrait toujours être. Mais malheureusement, on peut le faire avec peu de pilotes. Je me suis bien amusé, je finis par perdre, mais ça va parce que c'était un super combat. Ça vise qui ça? Ça vise qui ça les gars? C'est Pérez qui l'a dit, hein, c'est pas Ouais, Alonso, c'est hein. Pérez qui Ouais, l'a ouais, dit. parce ça. qu'Alonso- Charles Leclerc Ouais, c'est ou- peut-être un copain d'Alonso. ou ça peut-être vise que- Ocon ou... Je sais pas, Alonso aussi a fait une petite remarque justement sur ce même sujet en disant ouais, ça c'est quelque chose que je peux me permettre avec Pérez et très peu d'autres. Écoute, si y a bien un ennemi qu'ils peuvent avoir en commun, Alonso et Pérez, c'est Ocon, je pense. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est Donc, peut-être ça qui les rend amis même. tu vois. Ouais. Je voudrais juste noter un petit truc. Il y a, je vais vous dire ça, une 15 748 pour le rythme de course moyen de Fernando Alonso, une 15 824 pour Lance Stroll, c'est-à-dire qu'il y a 80 millièmes d'écart sur le rythme de course des 2 Aston Martin. Faut saluer, on l'a tiré dessus toute la saison. Complètement. Lance Stroll fait une course invisible, mais extraordinaire en termes de rythme de course par rapport à son coéquipier. Stroll, c'est l'un des pilotes qui tourne le plus vite sur le dernier relais. Il faut en avoir Soft. conscience. Après, il n'y a pas de bataille. Exactement. Et on rappelle qu'il nous a encore époustouflé dans une situation où l'adhérence était minime, en tout cas pour la qualif qui se déroulait samedi en fin de journée. Et ça, c'est révélateur quand même. Ça veut dire quelque chose. Ah bah, ça veut dire qu'il Situation comme sa pole en Turquie. Et Complètement. comme c'est frustrant, du coup. Situation particulière, conditions de piste extrêmement différentes, étranges, inédites. Il va claquer son tour et c'est 3e. Et oui, c'est frustrant, c'est ça. C'est Que peut-être vous- pour ça que qu'on est vous un peu pilote. plus dur avec lui qu'avec les autres. Ouais. Écoute, Pas pour moi, mais- quand le mot storm apparaît sur les conditions climatiques, pariez sur Lens. Exactement, c'est peut-être le petit tips à vous donner. Les gars, on referme ce premier enseignement parce que je pense qu'on a été complet. On a parlé de l'émotion, on a parlé de la technique. On va maintenant évoquer une théorie qu'on a essayé de développer justement à l'initiative de Brice, il faut le dire, hier en conférence de rédaction. Ce qui n'est pas mieux à faire, les gars, pour McLaren et Lando Norris. Récap des faits déjà pour bien comprendre de quel postulat on est parti. Y aurait-il des regrets déjà pour l'entité McLaren? Il y a eu un contraste saisissant entre le vendredi et le samedi, puisque le vendredi, on rappelle que les 2 voitures se font piéger en Q3, ça leur coûte très cher. Norris qui part P6, Piastri qui part P10. McLaren qui est quand même en termes de rythme, on s'en rend compte dès le samedi, loin devant Mercedes et Ferrari, notamment en sprint. Et puis dimanche, il y a l'excellent départ de Lando Norris qui passe quand même de P6 à P2 au bout d'un tour. L'attaque, il était à l'attaque d'ailleurs sur le premier relais. Chose assez étonnante quand même, au 4e tour, il décide de taper dans ses gommes pour mettre la pression sur Max Verstappen. Il avait aussi également un train de gomme neuf à la différence du néerlandais. Et puis, une question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous aviez déjà vu Max Verstappen autant challenger dans cette année, dans cette saison 2023? Alors ça, c'est la première partie du postulat et du constat. La deuxième, c'est les questions aussi également qu'on peut se poser. Est-ce que McLaren n'est pas coupable d'un manque d'audace? Parce que est-ce que McLaren n'aurait pas pu être tenté par la stratégie en one-stop lorsque Max Verstappen s'arrête justement pour la 2e fois avec l'avance qu'ils avaient tous les deux sur Fernando Alonso? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu différencier et rester en piste
même si c'était un petit peu désespéré, on aurait pu voir peut-être quelque chose. Et surtout, pourquoi McLaren n'a jamais tenté l'undercut sur Max Verstappen? Votre avis là-dessus, les gars? Est-ce que encore une fois, on cherche la petite bête, ou est-ce que vous auriez aimé voir une autre attitude de la part de Norris et McLaren? Je vais être long, mais je vais essayer de faire court. Mais non, vas-y. Y avait-il mieux à faire? Cette question, malheureusement, on ne peut pas y répondre sans savoir quelle a été l'exploitation de Max Verstappen de sa monoplace. Parce que si Norris, lui, dit que Verstappen accélérait quand lui accélérait, est-ce que Verstappen était à 80%, 90% ou à 100%? On n'en sait rien. Par contre, le manque d'audace, pour moi, il est effectivement pas permis. Ou en tout cas, le manque d'exécution d'un week-end qui pourrait prétendre à la victoire en cas de faille de Max Verstappen de Red Bull. Pourquoi? La qualification, alors effectivement c'était piégeux puisque on était en tempête. Mais on a vu sur la shootout que la McLaren avait le rythme de taper cette pole. Donc quid de la pole ou quid de la première ligne pour Lando Norris, en sachant que dans tous les cas, son départ lui offre un deuxième restart. En P2, il a annulé sa mauvaise qualification, on va dire, grâce au restart. Premier relais de course, il est presque aussi rapide que Max Verstappen. On rappelle qu'à la régulière, sans aucun problème, il termine à 8 secondes. Et que sur les 10 premiers Grands Prix de la saison, il n'y a personne qui terminait à moins de 25. Il y a des cas. Il y a des cas avec des safety. Autriche avec Leclerc. Tu as Lewis Hamilton qui termine pas très loin. Je les ai notés pour tout dire. C'est plus sur la fin de saison quand même que ça arrive là. C'est vrai. Le premier arrêt, on voit avec... il me semble que c'est Pérez vis-à-vis d'Hamilton. Je crois qu'Hamilton s'arrête juste, 2 tours avant Pérez. Il y a Hamilton qui s'arrête, Russell s'arrête et Pérez s'arrête. Pérez vient de passer Hamilton. Hamilton s'arrête au stand. 2 tours après, Pérez s'arrête. Pérez ressort derrière Hamilton avec un arrêt 7 dixièmes meilleur que celui de Lewis Hamilton. 2 secondes 2 pour 2 secondes 9. Ça veut dire que l'undercut, sans être ultra puissant, fonctionne. À ce moment-là, on est 3 secondes 5, 4 secondes derrière Max Verstappen du côté de Lando Norris. Ça passera certainement pas, et ils vont certainement couvrir, mais tentons quelque chose. On est la force challengeuse aujourd'hui, à ce moment-là, McLaren. Donc, faut tenter comme Red quelque Bull chose. le faisait avec Mercedes à la fin des années 2010. Max Verstappen s'arrête, Lando Norris s'arrête en même temps. Il n'y a ni tentative d'undercut, ni tentative d'overcut ou de décalage de stratégie. Rien. Or, tu es parfaitement conscient qu'avec le rythme de course de ta McLaren qui est proche, mais pas meilleur que celui de la Red Bull, si tu ne tentes rien, tu n'auras rien. Donc, première occasion, gâchée. Deuxième occasion, Max Verstappen s'arrête à 14 tours de l'arrivée, avec 8 secondes d'avance sur Lando Norris. Et Lando Norris, du coup, retrouve l'avantage de la track position et se retrouve en tête de course, avec ses médiums certusés et Max Verstappen avec des softs rodés. 14 tours pour 14 secondes. Je te dis pas que ça serait passé, je dis juste que qu'est-ce qu'ils avaient à perdre de le tenter en sachant que Fernando Alonso était 42 secondes derrière Lando Norris, que même un arrêt qui se passe mal aurait permis à Lando Norris de ressortir deuxième. Il n'y avait rien à perdre. Donc, et en plus, ça aurait mis la pression sur Max Verstappen puisqu'il aurait dû utiliser 100% de son potentiel pour aller chercher la McLaren et du coup peut-être faire une erreur. On n'en sait rien. Donc la conclusion de tout ça, c'est de dire si vous ne poussez pas Red Bull et Max Verstappen à la faute, ils n'en feront pas. Ils sont dans un fauteuil. Max Verstappen est dans un fauteuil. C'est le mec le moins stressé du monde avant de prendre un départ. Red Bull est dans un fauteuil. S'il n'y a pas une force qui vient challenger, ne serait-ce que même dans les dépassements en piste, si on laisse Max Verstappen passer parce que de toute façon, il est plus rapide, mais comment voulez-vous arrêter la domination? Même si vous avez un matériel qui finalement se rapproche de la Red Bull. J'ai fini. Ce que reproche Brice à McLaren, c'est ce que faisait Red Bull à l'époque où Mercedes dominait. Quelque chose de différent. Titillé. Par contre, je te rejoins pas. Pour moi, il n'y avait pas la possibilité de gagner en ne s'arrêtant pas, parce qu'effectivement, je me suis posé la question, qu'as-tu à perdre? Sur le tour précédent l'arrêt de Lando Norris, Verstappen lui colle 1 seconde 8 au tour. Je te dis pas qu'il y a possibilité de gagner, je dis de tenter quelque chose. Non, je sais bien. À ce moment-là, Norris, il a 32 secondes d'avance sur Fernando Alonso au 59e tour. La seule possibilité pour lui, c'est d'espérer un drapeau rouge, de mettre des pneumatiques frais, que là où Verstappen aura quand même usé un peu les siennes. Après, je ne sais pas à quel point Verstappen, peut-être qu'il avait encore des pneus ou pas, je ne sais pas.
Parce que même une voiture de sécurité n'aurait pas suffi pour lui permettre de garder la tête. Après, une voiture de sécurité, comme le drapeau rouge, ça peut lui permettre un arrêt gratuit, d'avoir des pneus plus frais par rapport à Max. Je pense que McLaren, à ce moment-là, tente une seule chose. Il y a un seul plan en tête, c'est avoir une différence de jus pneumatique sur la fin de course pour espérer avoir un rythme différent. Ils l'ont tenté, ça n'a pas marché. Je vois ce que veut dire Brice, je comprends sa frustration. Maintenant, sincèrement, je ne suis pas sûr qu'il y avait grand-chose à faire face à Max Verstappen. Après, si McLaren un jour veut gagner, oui, il va falloir tenter quelque chose de différent pour challenger Red Bull, parce qu'à la régulière, pas sûr qu'ils y arrivent. Et on sait que les safety cars sont très 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 fréquents du côté ouais. d'Interlagos. Peut-être que sur le deuxième arrêt, justement, ils attendent cette safety car. Tu penses pas quand même que 3 tours de différence entre l'arrêt de Max et l'arrêt de Lando. Moi, je n'aime pas cette philosophie du il n'y a rien à faire. Alors après, c'est des choix pragmatiques dans des écuries qui effectivement ont un budget de cap, qui doivent ramener les points et qui de toute façon n'ont rien à jouer puisque les championnats sont joués. McLaren ne reviendra pas sur Ferrari. Bon, il y a rien à jouer de particulier pour McLaren à ce moment-là, si ce n'est tenir la place sur Aston Martin, puisqu'Aston Martin est revenu sur ce Grand Prix. Mais je trouve quand même qu'à force de se dire il n'y a rien à faire, tu ne mets jamais Red Bull en danger. Je trouve que la seule personne qui a tenté quelque chose de différent, c'est Carlos Sainz. Mais eux vont peut-être te dire, on a tenté quelque chose de différent. En suivant la stratégie de Max à chaque fois. En l'arrêtant 3 tours après. Non, mais 3 tours, c'est pas assez pour faire une différence. Là où je te rejoins totalement, c'est que effectivement, je comprends pas. Après, il fallait pas non plus que l'écart devienne trop important à combler pour Lando Norris. Si c'était le plan initial, j'en sais rien. Oui, mais tu prenais aucun risque par rapport à Alonso. C'est vrai. Ou Pérez, je veux dire. Donc, après, peut-être qu'il se disait à ce moment-là, au moment où il y a l'arrêt, 14 tours avant, que Pérez allait passer plus vite et que du coup, la deuxième place était en danger si Pérez revenait. Pérez n'avait pas un rythme sur cette course qui était non plus exceptionnel, si tu veux. Il est 3 dixièmes et demi derrière celui de Norris, qui lui-même est 1 dixième derrière Verstappen. Oui, d'accord, ok. Norris est 1 dixième derrière Verstappen et 3 dixièmes et demi derrière il y a Pérez qui a le 3e meilleur rythme de la course. Mais en fait ça rejoint plus un truc global que je vois depuis le début de saison où j'entends beaucoup de monde dire c'est pragmatique de faire ça. Ça m'insupporte de voir les pilotes plier le genou au règne de Max Verstappen, dans le sens où en début de saison je comprends, la voiture est intouchable. Donc, qu'est-ce que tu vas perdre du temps à lutter ? Mais il y a des moments, je ne sais plus si c'était à Austin ou au Mexique. C'est à Austin où il part plus loin. Austin, ils sont un petit bras, on avait titré là-dessus. Mais je trouve que tout le monde s'écarte et qu'il n'y a pas de sur bataille. Les remontées, tu veux dire. À Miami. Commencer par les pilotes. Mais bien sûr. Les pilotes, ils se battent différemment avec Max qu'avec les autres. Parce qu'ils ont l'impression d'être dans un autre championnat. On en revient à ce que je disais, c'est qu'à ce moment-là, ce que je disais tout à l'heure pour Alonso dans le débrief, dans l'enseignement Alonso, c'est que lorsqu'il y a Max et qu'il faut se battre face à Max, plutôt que de se battre justement et potentiellement perdre du capital pneumatique, ils vont se dire il est plus rapide que moi dans une autre course. Voilà, moi je vais perdre le moins de temps possible et puis moi je me bats avec les autres. Mais c'est comme ça tu gagneras jamais parce que Max manifestement il est parti pour tout gagner et en plus il y a une Red Bull qui est d'une fiabilité exceptionnelle. D'ailleurs on n'en parle pas assez je trouve, mais la fiabilité de la Red Bull c'est extraordinaire. Parce que la transmission de Max Verstappen, les downshift, c'est les pneus de Lewis Hamilton à l'époque. On n'a jamais vu casser. C'est vrai. C'est ça. Donc au final, si tu tentes pas quelque chose et si toi en tant que pilote, mais ça commence par Norris, ça commence par Leclerc à Austin, ça commence tous les pilotes, tous, quand tu te bats face à Max, à un moment va aussi falloir sortir les pecs, gonfler les pecs parce que sinon tu n'y arriveras jamais. Peut-être Lewis un peu. Austin dans la manière de faire c'était un peu peut-être différent, mais en fait c'est la même chose. L'écurie en stratégie, je trouve ça manque d'audace et depuis le début de saison les pilotes en fait ils courbent les chines face au règne de Max. Alors encore une fois il faut pas qu'il y ait d'amalgame par rapport à ça. Est-ce que la F1 d'aujourd'hui t'y oblige pas quelque part? Mais voilà, on est parfaitement conscient que les choix qui sont faits sont logiques et pragmatiques, mais qu'il y a un moment où tu es suffisamment proche pour manquer de respect au respect, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que... Ce qu'a fait Max. Mais bien sûr. Ce qu'a fait Max. Est-ce que... Attends, l'insolence de Max Verstappen a souvent été décriée, notamment en 2016 à l'époque, où il se mêlait de la lutte entre Sébastien Vettel et Lewis Hamilton. Je rappelle comment entre Rosberg Sébastien, et Hamilton, même en 2016. Sébastien Vettel, je te rappelle comment il hurle sur Charlie Whiting au Mexique parce que Max Verstappen fait ces moves-là. Il n'a pas les moyens de défendre sur la Ferrari, mais il le fait quand même. Alors, je te dis pas que ça doit mener au crash, ou à l'accrochage, ou que ce soit désespéré. Mais juste,
mettre le Clio à droite quand il y a la Porsche qui arrive derrière, entre guillemets, c'est la loi du talion à ce moment-là. Et je trouve qu'ils devraient tous se battre comme s'ils avaient une Red Bull. Dans l'idéal, je veux dire, je suis bien pragmatique par rapport à ça et je veux pas qu'il y ait d'amalgame là-dessus. Et qu'on voit justement dans la stratégie cette audace et dans le pilotage aussi, dans les défenses, cette audace qui manque parce qu'au final, la voiture c'est la même que celle de Sergio Pérez et ils défendent tous sur Pérez. Donc, pourquoi il dénote d'un état d'esprit même, on va dire, pour la suite. Et puis d'une dictature, de toute façon, tu vas pas aller te risquer avec une arme devant le palais en Corée du Nord. Tu vois ce que je veux dire ? Le règne par la terreur qui a installé Max. Mais aujourd'hui, ça paye ses fruits. Et franchement, ça marche. Bravo à lui. Il est rentré dans les têtes de tous les pilotes. Tu nous as fait un mélange d'expressions là. Ça paye ses fruits. Très rapidement, les gars, les explications quand même de Lando Norris. Toujours les explications de Lando Norris à l'arrivée de cette course. Parce que c'est vrai que voilà, on a émis cette hypothèse. Ayons l'explication du pilote concerné. Je n'aurais pas pu faire mieux, pour être honnête. J'avais un bon rythme et c'était l'essentiel. Je finis deuxième. C'est la meilleure position que l'on puisse avoir actuellement et depuis un moment, donc ça reste quand même très bon. J'ai essayé de pousser, mais Max avait réponse à tout. Ce que je comprends dans j'ai essayé de pousser et Max avait réponse à tout, c'est dès que j'accélérais, lui-même accélérait, il était impossible à suivre. Mais ça prouve bien que quand on voit cette déclaration, on a l'impression quand même que Lando Norris, il dispute un autre championnat que Max Verstappen. Je suis premier des autres, quoi. Dans ce que dit Norris, il y a quelque chose que moi je comprends. C'est que lui tout seul n'arrivera pas à battre Max. Rien à reprocher à Norris, c'est l'équipe. Il va falloir aussi que ça vienne de l'équipe. Voilà, exactement. Il va falloir que l'équipe tente quelque chose pour un jour battre Max. C'est ça moi que je comprends. Et là, parce que lui il a tout fait pour. Lui il a tout fait pour. McLaren, je trouve, n'a pas tout fait sauf pour. en qualif. Les gars, gardons du temps. Dimanche. Gardons du temps parce que alors déjà, je signalerai qu'Hamza Ramani c'est quand même important de le dire, a soutenu Lando Norris aujourd'hui. Ah non, mais pour te dire, parce que les gens pensent qu'on est caricatural, et puis en plus, moi je tiens à noter, c'est vrai que je l'ai pas dit, Norris il finit devant Piastri au Brésil, donc c'est aussi et à un tour ou deux tours, donc c'est montrer aussi l'écart de performance entre énorme ces deux pilotes. Entre un mec qui n'a jamais connu la piste qui est Oscar Piastri. Non, mais soyons sérieux. Si vous êtes premier degré, là il y avait un petit tacle. Non, pas Norris. Non, je sais. Il y a un écart considérable entre Lando Norris et Oscar Piastri. J'aurais jamais dû. Il y a 14-6 ou je sais pas quoi. C'est l'écart de niveau. J'aurais jamais dû relancer. On en parlera en fin de saison. S'il vous plaît, faites une libre antenne. Hamza tout seul avec des appels de fans de Lando. Sache que c'est un des projets pour 13e podium sans victoire pour Norris qui égale Nick Heidfeld au nombre de podiums sans victoire. Exactement. Avec une meilleure coupe de cheveux pour Lando Norris quand même. Gardons les gars un peu de temps parce qu'il faut absolument parler de Ferrari, parler de Mercedes. Je sais que c'est deux sujets qui vous passionnent les gars et on va tout de suite passer au troisième enseignement sur cette occasion manquée pour Ferrari. Alors déjà, commençons par Mercedes, parce que vous allez voir que les deux sont forcément liés. Les deux écuries, bien sûr, la lutte pour les constructeurs et cette deuxième place, honorifique certes, mais importante en termes de sous. Mercedes, la catastrophe. De retour sur les terres quand même de leur dernier succès, c'était il y a un an tout rond avec Monsieur George Russell. Cette hauteur de caisse relevée pour éviter tout problème au niveau du plancher, comme ça avait pu être le cas du côté de Austin avec cette piste bosselée. Une vitesse de pointe aussi également à la traîne. On a été assez étonné du déficit, notamment en ligne droite, quand on les a vus se battre avec les Alpines. Une dégradation pneus aussi bien trop importante. Ils ont énormément souffert à ce niveau-là, à tel point que Lewis Hamilton voulait les pneus durs dans son dernier relais. Et puis à l'arrivée, on a l'impression qu'en termes de rythme, Mercedes était derrière Aston, derrière Alpine aussi également. Ça, c'est quand même assez inquiétant. Et puis, la situation de Mercedes tranche avec celle de Ferrari. On s'est dit il y a un énorme coup à faire avec ce Charles Leclerc qui part deuxième le dimanche, bien sûr, dans cette course. Beaucoup de points à reprendre peut-être pour la Scuderia, mais une panne hydraulique dès le tour de formation, on a décidé autrement. L'occasion donc de faire le plein de points, 20 points d'écart entre Ferrari et Mercedes à l'arrivée de ce Grand Prix du Brésil, à 2 rendez-vous de la saison. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de tout ça ? J'imagine que les Ferraristas qui sommeillent en vous, même si vous êtes des garçons neutres au moment de l'analyse, ont dû se mordre les doigts pour pas dire autre chose pendant la course. Franchement, au vu des week-ends où Mercedes a été si faible, il n'y en a pas eu beaucoup. Toto Wolff estime que c'est le pire week-end de Mercedes depuis 13 ans. C'est-à-dire depuis le retour de Mercedes. Depuis qu'ils ont pris. Après, quand ils étaient à 2 secondes l'année dernière. Il dit ça à chaque fois qu'il y a un week-end par exemple. Oui, voilà. Imola 2022, je trouve que c'est pire. Ouais, clairement. Hamilton termine 14e et il est au bout du bout. Mais là, la performance, tu savais que la voiture était désastreuse. Non, je pense qu'il dit ça parce que. Cette dernière course, tu sens qu'il y a quand même un regain de performance, de compétitivité.
et tu te retrouves dans une situation où tu ne comprends pas. Où le fait d'avoir fait ces choix-là, notamment de relever le... Bah, tu te retrouves dans une situation où la voiture... c'est eux qui l'ont demandé, je te Ça, rappelle. l'arroseur arrosé. Hein. conduisible, ouais. Vous voulez juste la déclat Toto Wolff, c'est intéressant, vous avez commencé à en parler les gars et ça va nous emmener très rapidement sur Ferrari. Toto Wolff, il y est pas allé de main morte hier quand même sur la déclaration d'après-course. Il a fait le procès, en fait grosso modo il a fusillé sa propre voiture. Il n'y a pas de mots pour ça, pas pour cette performance. Cette voiture a terminé 2e la semaine dernière et la semaine précédente et tout ce que nous lui avons fait était horrible. Je ne peux que ressentir de la tristesse pour Lewis et George qui pilotent une F1 si misérable. La W14 roulait comme sur 3 roues et non sur 4. Cette voiture ne mérite pas une seule victoire. On manquait de vitesse en ligne droite, mais ce n'était pas là le principal souci. On n'avait pas d'adhérence en virage, pas de rythme et on a tué nos pneus. La performance d'aujourd'hui était inexcusable, misérable, déplorable. Je manque de mots. Parenthèse, j'aime pas trop cette communication. T'aimes pas ? Bah en fait, je trouve que c'est... Tu mettre un penalty à son équipe ? Non, c'est se positionner comme étant redevable de quelque chose à ses pilotes. Ah mais ça, excuse-moi, mais depuis que Mercedes ne gagne plus, Toto Wolff le fait systématiquement Ouais, tous les week-ends. mais en fait là c'est quand même très marqué. Enfin, je te dis pas que je préfère un management à la Gunther Steiner où il demande à ses pilotes de se taire sur le niveau de la voiture en radio. Mais en fait, tu rends quand même Lewis Hamilton et George Russell tout puissants en disant que c'est à l'équipe de leur fournir une monoplace faite pour gagner, alors qu'en soi c'est un travail d'équipe, que les pilotes doivent faire un retour technique qui doit être écouté par l'usine et les pilotes doivent écouter ce que l'usine leur dit. Ça doit fonctionner comme ça. Je pense, alors peut-être que c'est un mea culpa de la part de Toto Wolff pour ne pas avoir assez écouté les pilotes et trop fait confiance à l'ordinateur pendant longtemps. Et encore ce week-end, les gars. C'est possible aussi. Et encore ce week-end, quelque part. Sur la hauteur, bien sûr. Mais bref, c'est une parenthèse sur la communication qui est un peu trop, je trouve. C'est pas la première fois qu'il s'excuse, et ça c'est fou. Mais t'as raison de le dire. Parce que Mercedes est une institution. Moi j'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'il s'excuse auprès de ses pilotes qui sont. Oui, et franchement, quand j'entends que la W14 est pire que la W13, peut-être ce week-end parce que Russell a gagné au Brésil l'année dernière, mais il faut remettre en perspective les choses. Le Mercedes est en 2e place du championnat du monde. Mercedes cogne podium sur podium. Lewis Hamilton est 3e au championnat du monde. S'il y avait eu cette disqualification à Austin, il jouerait la 2e place avec Perez. C'est Mercedes qui cogne podium sur podium ou c'est Hamilton ? Comme la même question que pour Alonso sur la Aston deuxième Martin, partie de saison, t'as raison, Hamilton. Même question que pour Perez, Verstappen et Red Bull. En fait, il y a... Je trouve, et c'est ce qui est passionnant sur cette saison 2023. Je trouve qu'elle est pire du coup la voiture que l'année dernière. Je dis pas qu'elle est pire, mais rappelle-toi où finit Mercedes. Parce qu'on pense à Mercedes 2022, on pense au début de saison, on pense à Imola, Hamilton qui termine à un tour de max. Moi je me souviens aussi de la manière dont ils finissent la saison. Bah, il gagne au Brésil, mais c'est tout. Non, tu peux pas dire ça. Il y a la victoire. Hamilton lutte pour la victoire à Austin et il s'est dépassé à 3 ou 5 tours de la fin face à Max. Sur toute la fin de saison, saison dernière, Mercedes était extrêmement performante. Alors peut-être qu'il y avait aussi moins de concurrence par rapport à McLaren n'était pas là. C'est vrai. Ferrari, Aston. Ok, je veux bien. Mais la saison dernière, il faut aussi se remémorer de la manière dont termine Mercedes. Et rappelle-toi, on se dit même, si ils ont compris cela, ça va nous offrir une bataille entre Red Bull et Mercedes sur 2023 extraordinaire. Je crois que c'est le premier GP. Pas pu avoir. Je crois que c'est le premier GP depuis peut-être les 13 ans justement où j'ai l'impression que Mercedes est la 6e force. Ah oui. Bah, de toute façon, c'est ça. 6e force. On est d'accord, ils sont derrière Red Bull, derrière McLaren, derrière Ferrari, derrière Aston, derrière Alpine. Et peut-être Alpha Tauri. En rythme de course, Daniel Ricciardo, qui lui, du coup, comme Piastri, était dans son no man's land parce qu'il pilotait seul, et on en parlera tout à l'heure. On va en reparler. Le rythme de course de Ricciardo est meilleur en termes de temps moyen que celui d'Hamilton et largement meilleur que celui de George Russell. Et il a du clean air. Une 1615 Ricciardo, une 1655 pour Hamilton. Exactement. Rythme moyen. Les gars, un petit mot. Alors déjà, signalons que le père de la W13 et W14 sans ponton s'est fait vider. Mike Elliott a été... on ne sait pas trop, il part, on ne sait pas trop si on l'a poussé vers la sortie ou si c'est une décision prise. Enfin, précipité, je ne sais pas, peut-être que ça a été acté depuis longtemps et que la communication fait que, mais c'est vrai que c'est tombé de nulle part. Exactement, avec le retour, alors, on peut l'expliquer aussi par le retour de James Allison, bien sûr, depuis le début de saison, ça fait un petit swipe là-dessus. Petit mot sur Ferrari. Alpine, hein. Mike Elliott, c'est vrai. Ouais. Enfin, je peux une bonne idée, une Alpine sans ponton, why not, pour l'année prochaine. C'est vrai qu'il n'y avait pas assez de problèmes déjà. Non, mais tu peux pas jeter à la poubelle son expérience Mercedes quand t'es une équipe comme Alpine qui cherche à se reconstruire et à avoir de la performance. Non mais t'as raison. Fred Vasseur, les gars, petite déclaration parce qu'on a parlé beaucoup de Mercedes, on n'a pas beaucoup parlé de Ferrari. Fred Vasseur qui dit:
on est tous déçus. C'était au micro de Canal+. On est tous déçus quand on voit ce que fait Mercedes aujourd'hui. C'était une vraie opportunité de les rattraper au championnat et l'opportunité nous a échappé à cause d'un problème de fiabilité. Ça, c'est un vrai sujet à régler chez nous. On a fait un pas en avant global. Il nous reste encore 2 opportunités. Faut pas en rater une. Hein. Ouais, c'est rater plutôt que rentrer. Si Mercedes confirme son rythme d'aujourd'hui à Las Vegas, on aura encore une chance. On peut y croire ou pas, les gars, les 20 points qui séparent aujourd'hui Ferrari 20 points au Mercedes. constructeur, c'est pas beaucoup. Hein. Non. C'est équivalent à 8 ou 9 si tu fais le comparatif aux pilotes. Ou 9 points aux pilotes, sachant que tu joues des gros points quand même quand tu as ces écuries-là. Moi, je pense que c'est jouable. Hein. Après, ça aurait été très dur pour Mercedes de résister si Charles Leclerc avait pu faire cette course. Parce que si tu prends le rythme moyen de Carlos Sainz, alors, encore une fois, c'est science-fiction. Hein, Complètement, ouais. mais c'est 14 points pour Ferrari et c'est 2 pour Mercedes. Et ça fait revenir Ferrari à 6 points. Je suis partagé sur le rythme moyen parce que Leclerc partait deuxième. Quand tu pars devant, regarde Alonso. Alonso Donc, lui-même même le plus dit, haut du coup. Lui-même le dit, Alonso, le tournant de sa course, c'est le fait d'avoir dépassé Hamilton au 4e virage du tour 1. Ce qui lui a permis de conserver son capital pneumatique, de s'arrêter plus tard, etc. Et de ne pas être freiné par Hamilton. Hein. Si Leclerc part devant, qui réussit son départ ou qui fait un départ moyen, mais qui reste dans la lutte avec Norris, avec Max Verstappen, peut-être que Leclerc, il tranquillement se bat pour le podium avec une voiture. Oui, que donc Carlos c'est Sainz presque au minimum. jamais, presque au minimum, normalement, ils doivent revenir à Ferrari 6-7 rate le points coche, sur le Grand oui. Prix. Et pourquoi pas premier au 3e virage, hein, quand on voit de là où il s'élançait, on l'a vu avec Verstappen Alors parce qu'on se bat pas face à samedi Max. Ah oui, pardon, c'est vrai, j'avais oublié. Les Ferrari, peut-être les seuls à peu près se battre. Hein. Ce qui est... Alors, statistique, ça vaut ce que ça vaut. Je suis tombé dessus, c'est quand même assez flippant. 2e abandon de la saison avant le départ pour Ferrari, après Carlos Sainz au Qatar. La dernière fois que c'était arrivé, c'est McLaren Honda en 2017. Les grandes années. Ça picote. C'est généralement quand tu entends McLaren Honda 2e génération, C'est pas un frisson quand même. C'est pas une bonne comparaison. C'est pas un compliment, ouais. C'est comme quand on te compare, tu sais, au cancre de la classe. C'est pas vrai que terrible. Charles Leclerc est le premier pilote depuis très longtemps à avoir subi tous les types de problématiques, à savoir abandon, DNF, DNS, do not start, et disqualification. Quand même fou. C'est les 3 choses qui t'empêchent de terminer un Grand Prix. C'est de pas le commencer, d'avoir un abandon ou d'être disqualifié. Il a les 3. Et c'est le premier de l'histoire à le faire depuis la pole d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est la stat chat noir, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais attends, hein. Il est temps que 2023 je suis tombé sur un s'arrête, thread avec l'ensemble des éléments de malchance de Charles Leclerc. Ça concerne une 40aine de Grands Prix. C'est délirant. Je mettrai le lien dans les commentaires. Quand je dis 40, je suis pas sûr de moi. La déclaration de Charles Leclerc avant Las Vegas. Ah oui, il a dit, enfin pour rigoler, hein, j'imagine, sinon sacrée empreinte carbone, mais il a dit je crois que je vais aller à Lourdes avant d'aller à Las Vegas. Pour ceux qui n'ont pas la référence, bien sûr, aller à Lourdes signifie prier. Pour, chercher un miracle. Chercher un miracle. Chercher un miracle. Parce qu'il parle d'empreinte carbone. Tu penses que les pilotes vont rester en Amérique sur ces 2 semaines? Bien sûr. Mais tu sais qu'apparemment... Ils rentrent pas en char à voile, je comprends pas ce qu'on m'avait dit. Non. Mais apparemment, ils prennent un train pour Caracas, ensuite un TGV pour Tegucigalpa, qui est au Honduras, et ensuite un autre TGV pour Las Vegas. Électrique, bien sûr. Les gars, sur ce point logistique et sur ce greenwashing, bien sûr, important de préciser, bien sûr, je propose qu'on passe au 4e enseignement et qu'on parle un peu d'AlphaTauri, qui est une surprise. Est-ce que vous l'aviez vu venir, ces ailes retrouvées de la petite sœur de chez Red Bull, cette métamorphose complètement folle? Alors, on constatera que les évolutions fonctionnent. On constatera aussi que AlphaTauri a mis autant de points au Brésil que sur les 19 Grands Prix précédents, c'est-à-dire 5 points. Et on constatera aussi qu'AlphaTauri était quand même peut-être la 5e force ce week-end. Je vous ai mis un petit point d'interrogation parce que c'est bien sûr vous les juges de cette émission. Et en plus de ça, à l'arrivée de la course, quand on écoute les 2 pilotes parler, on se dit que ça aurait pu encore mieux se passer parce qu'il y a eu ce vendredi raté où les 2 voitures, ce qui a engendré le fait que ces 2 voitures partent loin sur la grille. Il y a Tsunoda qui a eu des problèmes techniques, notamment dans son dernier relais. Il ne nous a pas donné les causes, mais il nous a expliqué les conséquences. Ricciardo, qui a été quand même le dommage collatéral au premier virage avec ce pneu qui est venu arracher son aileron arrière. Et
un point très important que personne n'a compris. Je sais pas si vous avez compris pourquoi Daniel Ricciardo est reparti avec ce tour justement de toujours retard pas, hein. au Je pense restart avoir de handicap. une théorie, c'est Lando for Forever sur Twitter qui a décidé Un ami à toi. pour empêcher. Je blague, ça va. Tranquille. Ici, on est pour le divertissement, tranquille. Encore une fois, je répète, c'est mon compte. Non, sur Alpha Tauri. J'ai un abonné. Franchement, si on m'avait dit ça en mars, en mai, en juillet, en septembre, Tu vas que tous les faire le mois Alpha d'année. hein. Tauri se retrouverait au mois de novembre avec ce niveau de performance, j'y aurais pas cru. Alors oui, il y a des évolutions qui permettent à la voiture d'avoir une progression certaine. Mais encore une fois, moi je me pose des questions du coup sur le niveau de performance du début de saison. Encore une fois, il faut le rappeler, Tsunoda il a fait quelques 10e places. Plusieurs fois, il l'a terminé à la 11e place, donc la place en chocolat en quelque sorte. Et la place en chocolat qu'il aurait pu améliorer s'il y avait eu des abandons comme aujourd'hui. Enfin, on rappelle, il y a eu 6 abandons au Brésil. C'est vrai que c'est beaucoup. C'est rare. 6 6 abandons au Brésil, plus Ricciardo et Piastri qui sont à un tour dès le début de la course. Du coup, ils se battent à 12 en fait. Ouais. Mais mine de rien, la performance d'Alpha Tauri, elle est incroyable parce que même le samedi sur la course sprint, ils partent très haut. Tsunoda et Ricciardo déjà en qualification. Tsunoda il fait 6 en SQ3. Ricciardo il fait 8 en SQ3. Et en course sprint, Tsunoda termine 6 et Ricciardo termine 9. À quelques centièmes ou quelques dixièmes de la 7e place d'Hamilton. Encore une fois, que vaut cette voiture ? J'en sais rien. Théorie du complot, mais on a bien compris, Helmut Marko on a parlé en début de saison, que le nouveau projet Alpha Tauri, notamment pour l'année prochaine, ce serait des pièces similaires, un retour à une voiture avec des pièces similaires à la Red Bull. Est-ce que ça y est, on n'a pas déjà commencé la mue ? Est-ce que cette Alpha Tauri, elle commence pas à ressembler un peu à cette RB19 ? Faut juste rappeler, faut être clair, l'époque du je prends la voiture 2023 pour la donner à la petite sœur 2024, c'est terminé. Ça n'arrivera pas. Non, mais les Non, tu crois pas, toi ? Non, c'est pas que. Non, ils vont prendre toutes les pièces possibles, Ouais. mais tu peux pas prendre la voiture comme elle est en 2023 Bien pour la sûr. donne en 2024. Bien sûr. Après, dans les Hamza, années Elle risque d'y Hamza. ressembler quand même un peu, on n'est pas naïf. Après, franchement, tu dois y a- construire ton châssis. du- Une clé USB tu si penses vite que- Non, mais oubliée tu sur sais- un bureau. tu sais, C'est vrai qu'entre différentes structures. On l'a déjà vu par le T'es- passé. Hamza, est-ce que tu es déjà allé à Faenza ? Non, Non. personnellement non. Alors, Faenza, c'est une super petite ville en Italie, en Émilie-Romagne, un peu en dessous d'Imola, Sur dérapage. où il y a quelques restaurants sympas. Et dans ces restaurants, en fait, il se peut que tu puisses régulièrement, notamment de la part d'Autrichiens, parce qu'il y a beaucoup d'Autrichiens qui vont là-bas, Bizarrement. et ces Autrichiens laissent des mallettes. Et dans ces mallettes, il y a toutes sortes de feuilles de papier avec des dessins signés d'un certain AN. Avec toutes les cotes. Avec toutes les dimensions. Le matériel à utiliser, tout. Donc, Restaurant interdit aux Britanniques et Italiens, faut quand même le dire aussi. Hein. ça dépend quels Italiens. En fait, c'est Franz Tost qui a mis un- T'es encore sur les mallettes. Je pensais qu'effectivement en 2023 c'était plutôt clé USB. mais- Moi, je suis à l'ancienne. Ok. Je suis à la le cloud, Flavio. même. Il y a Je des suis à la clouds. Flavio. Mais, enfin, tu vois, pour Ou arrêter de faire le un code de cloud qui arrive. pour arrêter de faire le malheureusement, débile, enfin, On verra. ça s'appelle peut-être AlphaTauri. En attendant, Red Bull et Toro Rosso, je vous rappelle que Toro Rosso, ça veut dire Red Bull en italien. À un moment donné, oui, c'est pas la même voiture, mais ce sera les mêmes conceptions. Non, mais ce que je veux Enfin, dire, c'est qu'à l'époque, arrêtez. tu prenais la voiture, tu la donnais à la petite Bien sœur sûr. et elle pilotait avec. Ce que je veux dire, c'est que là, factuellement, c'est le l'ordinateur qui va le règlement t'interdit de. Après, est-ce qu'ils vont trouver un subterfuge ? Ça, on verra. Mais encore une l'ordinateur fois, va quand faire les mêmes plans. Encore une fois, il faut rappeler que, je ne sais pas comment c'est vérifié, mais lorsque tu construis une voiture, lorsque tu vas faire valider ta voiture, tu es aussi censé donner le cheminement intellectuel sur preuve, trace écrite. Encore une fois, je ne sais pas comment tu peux le vérifier, parce qu'effectivement, ça peut se... Mais je suis pas sûr que ce soit si simple que cela. Enfin, c'est quand même étonnant que tu as certaines écuries qui soit ont copié Red Bull, soit sont dans l'ambition de copier Red Bull pour 2024, et qu'on t'explique qu'on va dépenser un petit peu moins d'argent en faisant des synergies entre Red Bull et AlphaTauri, et que l'AlphaTauri ne ressemble pas à la RB19. Franchement, ça serait quand même un comble. T'inquiète, Ça serait un comble terrible. designer de l'AlphaTauri l'année prochaine, il s'appelle Adriano Nuovo. Ah oui, tiens, d'ailleurs, tu me fais penser à un truc. Vous avez vu la déclat d'Adrien Newey ce week-end ? Non.
Si je peux dire, Ah c'est si, une il a dit terrible qu'il gifle. il a dit qu'il faisait pas tout seul, Il qu'il faisait- s'intéressait à 50% à la F1 Il dit et que le reste du temps il aimait bien faire autre chose. le reste de, il dit mon temps est occupé à 50% par la Formule 1. Qu'est-ce que ça Dieu serait merci que c'est pas si ça, c'était alors, hein. à 100%? Waouh, quel camouflet Et pour qu'il les arrive, autres. il met des claques et il s'en va. Les gars, très rapide, le petit déclat de Yuki Tsunoda. J'attends aussi également votre avis sur la course de Yuki Tsunoda. Je pense que j'aurais pu faire encore mieux et je suis désolé pour l'équipe en fin de course. Je n'allais pas aussi vite que je le voulais. Sans les problèmes sur ma voiture, j'aurais pu aller chercher Lewis et peut-être même Pierre. C'est dommage aussi pour Daniel. Je suis sûr qu'il aurait pu marquer des points lui aussi sans l'incident du départ. Comment on juge le week-end de Yuki Tsunoda? Parce que c'est des gros points, mais on a encore vu une erreur en course. Je le dis, Comment hein, on le juge, je, Brice je le dis à la Le place week-end de de Brice, comme ça il aura moins de problèmes sur les réseaux. Non, Non mais c'est vrai. Non, mais oui, il fait une une erreur grosse qui lui erreur coûte, quand même qui en lui course, coûte qui coûte peut-être cher. des places, parce qu'encore une fois, c'est une course de rythme. aussi, Tsunoda Interlagos. fait par contre une très bonne course au sprint. Oui. Parce qu'elle allait chercher 3 points en course au sprint. Il fait 6. 6ème en course au sprint, ce qui est quand même pas mal. Après, en course, je vais pas te dire que Tsunoda fait une course de malade mental quand Ricciardo termine juste derrière lui, Surtout en avec soi. un tour de retard, ouais. avec un tour de retard. Et du coup, aucune potentialité de points à jouer. Il fait une très belle course, Yuki Tsunoda, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, elle est gâchée par ce dernier relais, et puis elle est gâchée par cette erreur où il met la roue avant gauche dans l'herbe au T8 ou T9, je sais plus. Mais après, attention, le week-end de Tsunoda, il est très bon. Il est solide. Ouais. Et on répète, hein, on n'est pas anti-Tsunoda, on est anti-comportement immature au bout de 3 ans de F1 et plomb dans la tête à prendre pour amener une écurie au sommet et être une valeur étalon. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire il est nul, il est nul. Donc, mais c'est le problème de parler en 280 caractères. Ça. Non, le week-end est très bon. Le week-end de Ricciardo aussi, du coup. Et par contre, il faut absolument qu'on revienne sur cette histoire de tour. Alors rapidement, tour en parce moins, que là. malheureusement le temps presse. Alors- Est-ce que vous avez compris, les gars, pourquoi ça Et n'a pas personne été ne fait comprend. comme au Mugello notamment en 2021, Imola 2021 avec Lewis Hamilton, si je dis pas de bêtises. Bah, à ce moment-là, Hamilton il ne joue pas le titre au dernier Grand Prix. Enfin, si, il le joue, mais pas de la même Ah, manière. tu En serais tout en cas. train de dire que si à la place de Ricciardo, ça avait été Verstappen en 2021 sur le GP du Brésil à 2 courses de la fin, on aurait fait en sorte de permettre à Max, Non, ou à je- Hamilton, je suis d'ailleurs, pas en train de Hamilton dire ça. était en retard. C'était Je suis pas pas la en même train de dire direction ça. de course à l'époque. Non, Ça mais- peut être aussi également une nouvelle politique. Soit j'ai pas vu l'article du règlement qui dit ça, Non, mais je le connais pas. ce mais point de à chaque règlement. fois, Donc, enfin, à chaque fois, les souvenirs que j'ai de retardataires sous le drapeau rouge reprenaient leur tour. Bien sûr. Je n'ai pas de souvenir inverse à ça. le seul Parce qu'on parle de point- Ricciardo, mais il y a Piastri aussi. Hein. Enfin, faut pas. le, oublier, hein. le seul point de règlement que moi j'ai vu passer sur ce week-end, c'est que la direction a été claire, la direction de course a été claire. Si jamais la voiture est touchée en gros par les mécaniciens et réparée par les mécaniciens entre box, dans ces cas-là, tu manges un tour, mais je sais pas pourquoi. Alors après on va me dire oui, mais après on va me dire Elles oui, sont mais toutes touchées. oui, non mais enfin, je comprends Leclerc pas. en Mexique, elle est touchée. Ce que je veux dire, c'est que on va me dire oui, mais le drapeau rouge offre 20 ou 30 minutes supplémentaires pour réparer la voiture. Donc c'est logique qu'ils ne partent pas. Enfin, c'est un peu le principe d'un drapeau rouge. On a déjà vu des drapeaux rouges qui permettent à une voiture d'être réparée. Kimi Raikkonen, gloves à Bakou. gloves à Bakou. Steering wheel. Hey. Euh, Hey. Allez, on voit. J'aurais bien aimé encore plus. Insister, Ah, on manque de temps, les gars. Je suis pour désolé de le vous presser, mais on manque l'imitation. vraiment de temps. Mais non, donc oui, je comprends pas. J'ai pas la raison. Donc j'espère qu'on aura une Et puis ça clarification. pourrit des points Alphatori. Exactement. Dans la lutte avec Ça a une Williams. influence sur le championnat, bien sûr. La lutte avec Williams, beaucoup. enfin un point c'est sacré tiens. là. Hein. Regarde, c'est Le bien, classement. la transition est magnifique. Regardons oui. le classement, les amis. Avec le classement pilote et constructeur. Ouais, j'essaie de me mettre à la page un petit peu. Max Verstappen, il est champion du monde des pilotes, il est champion du monde des constructeurs, ça vous l'avez dit. On signalera que Norris repasse devant Carlos Sainz. Voilà, à peu près pour. Stroll pour les pilotes. devant Gasly. Stroll devant Gasly. Ça fait en mal effet, au week-end pour de Stroll, s'inviter, t'as raison, dans le top 10. Et en effet, cette lutte derrière qui va être passionnante entre Williams, entre AlphaTauri et Alfa Romeo. 7 points d'écart entre AlphaTauri et Williams. En effet, si Ricardo avait mis des points hier, eh bien la lutte sera encore un petit peu plus serrée. 20 points d'écart entre Mercedes et Ferrari. Ça, c'est le dernier bonbon qui va nous tenir en haleine, en tout cas dans cette fin de saison. Les gars, le programme de mercredi. Mercredi, il faut être là. Parce que mercredi, on prend le pouvoir de la Formule 1, les enfants. On prend le pouvoir de la Formule 1 et on va se poser. Ouais, c'est un montage parce qu'il a fallu couper quelqu'un. Quel format sur le week-end? Quelles évolutions techniques et réglementaires?
quel calendrier, quel circuit. Les pistonnés, avec leur magnifique Bob Paul Ricard, prennent le pouvoir de la Formule 1 et vont décider de tout. Voilà. Comment tu veux nous prendre au sérieux quand tu vois de telles photos? Justement, c'est la nouvelle vague, c'est la nouvelle communication, une nouvelle incarnation. Fini les costards, place au Bob, et vous allez voir que les avis par contre sont très 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 sérieux. Je tiens à teaser pour ce qui va se passer mercredi. Si vous avez aimé l'émission Chapeau, ça sera du même genre. Exactement, vous allez adorer. Vous allez adorer. Si jamais vous n'avez pas eu assez de Formule 1 après cette vidéo, n'oubliez pas qu'on a eu un débat, alors sans Brice et Hamza, mais avec Lucas Parlefin et F1 à la loupe sur la course sprint, quelle formule gagnante. Mais j'attends surtout vos avis mercredi sur toutes ces questions. Et puis, aujourd'hui, nous sommes le 6, les gars. Et dans 10 jours, il se passera un truc extraordinaire. Regardez plutôt. Avec voilà, le livre que toute la France attend. Le monde entier attend, bien évidemment, la F1 en 80 tours. J'en profite. Je prends en otage cette émission 2 minutes pour parler de ce bouquin. Et vous inviter, bien sûr, à le précommander dans toutes les belles librairies. Le 16 novembre, il est partout, même en supermarché. C'est quand même un gage de qualité. Voilà, les amis. Bonne journée. Merci Brice, merci Hamza. On se retrouve mercredi, émission exceptionnelle, ne la manquez sous aucun prétexte. Salut.